Hop, et c'est bon. Donc là, nous sommes en direct. Alors, bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes déjà nombreux à vous être connectés, c'est super. N'hésitez pas, je le dis tout de suite, vous avez un chat qui se trouve normalement sur votre droite et vous pouvez interagir avec nous pendant tout le webinaire. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Je vois plein de monde qui arrive, donc c'est top. Merci Artus, toi en tout cas, de te rendre disponible. Bonjour à toutes et à tous. Je vois effectivement, comme tu le dis, Victoria, qu'il y a déjà un paquet de gens qui sont connectés. Oui. Super heureux de retrouver tout le monde aujourd'hui. Oui, et ben Artus, je te propose de démarrer parce qu'effectivement, le temps passe très rapidement sur un webinaire, c'est ce qu'on se disait. Bonjour à tous, encore une fois, je suis ravie de vous retrouver donc, pour ce webinaire qui est dédié à l'IA et qui est organisé donc, par Reactive Executive. Avant de vous introduire le sujet, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Victoria Gisard, je dirige le service marketing et communication chez Reactive Executive depuis 5 ans. Reactive Executive, donc, c'est un cabinet de management de transition. Notre mission, c'est donc d'accompagner les dirigeants et leurs équipes dans des moments clés de la vie d'une entreprise. Donc, par exemple, remplacer un dirigeant dans l'urgence, franchir un cap de transformation, faire face à une crise ou accélérer la croissance. On intervient donc sur toutes les fonctions dirigeantes dans tous les secteurs avec une seule conviction, donc, qui est de trouver le bon dirigeant au bon moment et surtout de le placer dans la bonne entreprise. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est à la fois passionnant, dont on entend beaucoup parler et parfois un peu intimidant pour certains, donc l'intelligence artificielle. On va vous parler de conseils concrets, de savoir comment passer à l'action et avec quels moyens. On va aussi parler de vos histoires pour vous prouver que oui, l'IA accélère la performance des entreprises. Et pour ça, j'ai le plaisir donc d'être accompagnée d'Artus Delonmar qui est avec nous. Donc Artus, je te présente très rapidement. Je te laisserai te présenter plus amplement. Donc Artus, toi, tu es un expert en intelligence collective et en IA appliquée, mais aussi et surtout, tu es manager de transition, ce qui te rend vraiment particulièrement sensible en fait aux réalités du terrain, j'imagine. Voilà, Arthur, je te laisse la main si tu veux te présenter plus amplement. Merci beaucoup, Victoria, pour cette intro. Ravi de faire connaissance à distance avec vous tous, peut-être en personne pour une prochaine occasion. Alors évidemment, on a 45 minutes, 30 minutes pour rentrer dans le dur du sujet, si je puis dire, puis après 15 minutes de partage de questions-réponses. Ça va être court. J'espère vous en donner quand même des choses très concrètes. On pourra continuer évidemment la discussion par la suite. Ce n'est qu'un début. Est-ce qu'on est d'accord qu'on voit bien mes slides Victoria, je crois que tu… Alors moi, en tout cas, je vois bien. Ok. Apparemment, il y a une conversation qu'on entendrait. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Si vous pouvez nous confirmer dans le chat que c'est OK. Ok. Et donc… Apparemment, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, top. Alors, juste une minute pour me présenter un tout petit peu avant de rentrer dans les cas concrets. Donc, moi, je suis un ingénieur de formation. J'ai démarré ma carrière chez Airbus. C'est la photo en haut à gauche que vous pouvez voir. J'avais la chance d'être au démarrage des opérations d'Airbus en Chine. On assemblait les avions et on les livrait aux compagnies aériennes chinoises. C'était en 2009. C'était l'explosion du trafic aérien après les JO. C'était génial. On me voit là parmi pas mal de collaborateurs chinois sur place. Et donc ensuite, après être entré plus dans le domaine du management de transition, en parallèle, c'est l'image en bas à gauche, j'ai aussi beaucoup travaillé avec le système startup et tech. C'est ce qui m'a connecté un peu à l'IA. Aujourd'hui, je travaille toujours, en plus de mon travail, avec les PME, les ETI, les grands groupes, avec ces startups. Et c'est ce qui m'a permis de connaître, de comprendre, de découvrir l'IA assez vite. Là, il y a une petite image d'un coach virtuel sur lequel je travaille un peu et de quelques instituts avec lesquels je travaille, notamment la BPI,
des incubateurs, etc., ce qui me permet de me garder au courant de cette techno qui avance tous les mois. Et moi-même, j'en apprends évidemment chaque semaine. À droite, Oui. c'est le Mont Blanc. J'ai eu la chance de faire l'ascension du Mont Blanc il y a quelques années. Et en fait, c'est un peu ce qui aussi me tient à cœur, c'est comment se dépasser à chaque fois. Et surtout, même si on a un objectif qui est très loin, comme l'IA, finalement, chaque pas compte. Et je me souviens de cette dernière phase de l'ascension, on avait 30% d'oxygène en moins. Et c'était très difficile, on se disait on ne va jamais y arriver, mais c'était juste, on se disait, on était 4 amis à faire ça, juste en prononçant les mots 1, 2, 1, 2 à chaque pas, chaque micro-pas, en fait en se concentrant sur chaque micro-pas, sans s'en rendre compte, on est arrivé au bout. Et je pense que c'est aussi ça un des messages, on peut démarrer tout de suite avec des micro-pas, avec l'IA, même si ça nous paraît dingue, et c'est ça qui nous permet d'y arriver, de démarrer et surtout d'avoir des résultats concrets. Alors, C'est une super belle image. Voilà, donc rentrons justement dans le concret. Une chose à retenir, si jamais vous devez partir, ou il n'y a qu'une chose à retenir, encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup de buzz. On en entend parler partout. De temps en temps, c'est un peu le buzz. On se dit c'est une bulle qui va exploser, etc. Mais en fait, le message clé, c'est que c'est possible de démarrer sans budget ou avec un budget ultra limité dès maintenant, c'est-à-dire dès demain, dès cet après-midi, si vous le souhaitez, dès la semaine prochaine, et avec un résultat que vous pouvez voir, qui est mesurable, qui est concret, immédiat. Et c'est ce que je veux vous montrer là dans les 20 minutes, les 25 minutes qui nous restent, vous montrer concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. C'est le message clé, hein, si vous voulez. Voilà, moi je fais un petit rappel dans le chat en même temps. Rapidement, Artus, vous pouvez poser et interagir avec nous tout au long du webinaire dans le chat. On prendra 10-15 minutes pour essayer de répondre à toutes les questions à la fin. Donc, n'hésitez pas. Voilà, merci Victoria. Donc, commençons tout de suite avec un premier cas d'usage. Un cas, peut-être la plupart ont déjà entendu parler, qui est un premier cas peut-être un peu facile, qui peut être, on va dire, intégré pour n'importe quel type de business qui a une interaction avec ses clients en ligne pour des réservations. Donc là, je mets l'exemple, hôtels, des réseaux de concessionnaires automobiles, des établissements de santé. Enfin, vous voyez l'idée. Et où, effectivement, on va avoir un chatbot qui va remplacer ces anciens questions-réponses un peu toutes faites. Et où ce robot, cette IA, va pouvoir converser avec le client qui est connecté pour répondre à ces questions. Mais converser, pas que j'ai une question, je réponds de façon un peu préformatée, mais je réponds et je construis une discussion avec le client. L'avantage de ça, au-delà de, on pourrait se dire, bon, bah, ok, c'est juste un peu une version un tout petit peu améliorée du question-réponse, c'est pas, c'est pas non plus. Oui, ça peut être classique, oui. Mais il y a quand même deux choses dont on se rend peut-être un peu moins compte. C'est que, évidemment, on a pour le client une conversation possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, pour le client, quand même, souvent, ça a été on va dire une frustration qu'on a pu avoir même nous-mêmes en appelant, en ayant des heures d'attente avant d'avoir une réponse, que ce soit au téléphone ou en ligne. Et pas forcément des réponses très précises à une question spécifique qu'on a. On a tous eu ça, on a tous vécu. Donc, le simple fait de mettre cette chose en route, qui est très simple, va déjà enlever cette frustration. Et puis, l'autre chose dont on se rend moins compte, c'est que cette intelligence artificielle, elle va s'améliorer en continu. À force d'apprendre, d'avoir des discussions, elle va d'elle-même avoir des réponses plus claires et différentes en fonction de l'enchaînement des discussions. Donc, elle va tout le temps s'améliorer. C'est ça la force de l'IA accessible à tous aujourd'hui, depuis 2022 à peu près, c'est qu'elle va d'elle-même s'améliorer sans forcément qu'on ait à investir sur des modèles complètement impossibles. Et aussi, le dernier élément qui est important, c'est qu'il faut se rendre compte que du coup, ce temps gagné par avant les agents, les salariés, les employés qui géraient ça, c'est du temps, c'est plusieurs heures par semaine qui vont pouvoir être utilisées pour des tâches beaucoup plus épanouissantes et concrètes et créatives pour le business.
Donc, c'est aussi ça dont il faut prendre conscience lorsqu'on imagine ce type de solution. Oui, c'est de se dégager du temps pour mieux performer, quoi. Exactement. Alors, je veux juste donner un petit exemple. Là, c'est un domaine, donc un domaine de camping qui s'appelle les Ranchisses, où je crois qu'on voit mon écran. Oui. Ils ont mis en place un truc comme ça, Luna, voilà, l'assistante IA, donc c'est précisé, tout le monde sait. Bon, je n'écris pas très bien. Peut-on amener notre chien un bulldog, on va dire. Voilà. Et donc, on va activer c'est un peu à l'image de ChatGPT pour ceux qui ont utilisé, mais c'est comment on l'inscrit dans notre business qui fait l'intérêt. Donc, on voit tout de suite qu'il y a une réponse qui est très, très précise, quoi. Oui. Je ne vais pas y passer beaucoup plus de temps, mais juste pour un exemple concret d'une petite entreprise qui a mis ça en place. Et un dernier détail aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a même des voix, des voix où en fait l'IA peut-être, comment dire, elle peut, on peut avoir une conversation avec une voix qui est quasiment la même qu'un être humain. C'est assez dingue aujourd'hui le niveau et on peut accéder à ça sans forcément dépenser beaucoup plus d'argent. Donc, il y en a qui diront peut-être que c'est presque un peu, ça fait un peu peur le niveau, mais la technologie est prête et elle peut tout de suite être implémentée. Alors, je vais un peu vite parce que je vois le temps qui passe à 1000 à l'heure. Oui. Je crois que tu as pas mal de cas à nous montrer. Voilà, donc. Alors, une petite réflexion que je partage dans le chat qui m'a fait rire, c'est qui m'a impressionné, je ne savais pas. ChatGPT gagnerait 1 point de QI par mois. C'est énorme. Donc, ça rejoint ce que tu disais, où effectivement, c'est en apprentissage en fait continu, quoi. C'est exactement ça. Et ça, vous allez pouvoir l'appliquer si vous mettez ce type de chatbot pour converser avec les clients en direct. Alors, deuxième cas, si on voit bien le changement de slide. Donc, ça, c'est une autre entreprise, Le Galet, située en Normandie, qui a 1000 salariés, qui a implanté l'IA pour la gestion de ses stocks. Alors, la gestion de ces stocks, ça s'applique à tout commerce qui évidemment à gérer ça et qui doit, on va dire, qui va permettre d'optimiser ses ventes et tous les coûts qui sont impliqués par une gestion des stocks optimisée. Alors, je ne dis pas que la gestion des stocks n'est pas déjà gérée dans ces entreprises. Évidemment, c'est un principe qu'on connaît depuis des dizaines, des centaines d'années. Mais l'IA va permettre de rendre ça très précis et en intégrant des données aussi de temps en temps critiques, que même la météo. C'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter le fait, quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément faire avant. Évidemment, on avait quand même des principes qu'on a appris avec le temps, mais là, on va pouvoir impliquer ça de façon précise et gagner plusieurs pourcentages de gains de coûts grâce à ça. Ce qui est le plus impressionnant aussi, que je veux dire là, on le reverra après, mais c'est qu'on peut s'y mettre tout de suite. Pourquoi ? On peut prendre juste un outil qu'on vend et tester tout de suite. On prend une base Excel, on prend l'historique des ventes de cet outil. Je pense qu'on a tous, en tout cas tous les dirigeants de ce type d'entreprise ont un historique listé des outils qui ont été sur cet outil, ce produit, cet article, l'heure de vente. Idéalement, on peut le rentrer à la main pour une centaine, un peu le contexte, quelle était la météo ce jour-là. On va prendre cette liste, un Excel basique. On va connecter ça à un de ces modèles IA qui est disponible. C'est peut-être quelques dizaines d'euros. Donc, on va prendre quelques heures juste pour affiner cet Excel, plus quelques dizaines d'euros avec ce modèle. Et ça va nous permettre tout de suite d'avoir un résultat qui nous sort. Voilà le type de stock qu'il nous faut selon ces conditions. Donc, on va tout de suite avoir un résultat qu'on va pouvoir tester dans les semaines qui viennent. On va pouvoir se donner 1 mois, par exemple, en testant sur ce produit et voir si c'est suffisamment satisfaisant ou comment on veut l'ajuster. Donc, ça simplifie quand même le quotidien.
Ça peut simplifier le quotidien et encore une fois, Ouais. on n'a pas besoin de dépenser 10 000 euros ou 20 000 euros pour le mettre en œuvre. Et je vais Ouais. revenir sur comment on le fait, mais c'était juste pour donner un autre exemple. Troisième cas, avant de faire ça, en fait, je vais passer au quatrième, je reviendrai sur le troisième après. La maintenance prédictive. Alors souvent, quand je parle de la maintenance prédictive, on me dit oui, mais Artus, la maintenance prédictive, ça existe depuis des dizaines d'années. C'était avant avec le machine learning. Enfin, ces questions d'IA, c'est pas nouveau finalement. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui depuis 2-3 ans, c'est devenu beaucoup plus accessible à tout le monde et à moindre coût. On n'a pas besoin d'être une grande entreprise qui va dépenser, encore une fois, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour mettre en œuvre de la maintenance prédictive. L'exemple que j'ai là, c'est cette entreprise qui s'appelle donc Oxytronic, qui fait des pièces pour l'aéronautique. Sur mesure, c'est 50 salariés. Oxytronic, vous pourrez regarder sur Internet. C'est vraiment une PME, voire une TPE. Et elle a mis en œuvre de la maintenance prédictive pour quelques milliers d'euros seulement chez elle. Et on peut, encore une fois, cette maintenance prédictive, je reviens à mon slide ici, on peut la mettre en œuvre pour un pilote. Vous voyez, j'ai mis entre 3 et 5 000 euros, je dirais en moyenne, avec 3 étapes. On va acheter 1 ou 2 capteurs que l'on va installer. Mettons qu'on a une ligne de production. On va installer 1 ou 2 capteurs connectés qui captent la température, les vibrations. On a sur le marché des capteurs qui sont facilement achetables à ces tarifs-là. On les installe. On achète aussi ce modèle IA avec un partage des données sur le cloud. Les capteurs, 1 000, 2 000 euros. L'abonnement à un modèle IA qui va nous coûter peut-être 500 euros. Et peut-être un peu de coaching, de conseils pour connecter tout ça entre 1 500, 2 000 euros. Et on peut déjà avoir un premier pilote qu'on va tester sur 1, 2, 3 mois. Oui, donc ce qui est relativement abordable, finalement. Il y en a pour une semaine. Il n'y a pas besoin d'être un expert du modèle IA pour le mettre en œuvre et gagner. Là, je prends cet exemple, jusqu'à beaucoup d'exemples donnent jusqu'à 30% d'arrêt imprévu sur un truc, sur une ligne spécifique. Il y a aussi un autre truc dont on ne se rend pas compte parce que souvent, qui s'est accéléré avec cette explosion de l'IA accessible, c'est un peu le mot que j'utilise, accessible à tous, c'est que quand on met ça en place, un des avantages qu'on imagine un peu moins, c'est que l'IA va créer cette mémoire. Et donc, on peut aussi programmer l'IA pour qu'elle nous crée des formations ou qu'elle garde le savoir-faire de façon structurée pour le partager à des jeunes salariés qui intègrent l'entreprise. Et lorsque des personnes plus seniors quittent l'entreprise, ce qui est souvent un problème qu'on peut avoir aujourd'hui, et cette connaissance détaillée, spécifique ne va pas être perdue. Et au moins, elle va être transmise plus facilement parce qu'on l'aura structurée de façon facilement partageable. Et ça, c'est un supplément d'avantage qu'on n'aurait pas pu avoir à faible coût et même pas tout à fait il y a encore 3-4 ans. Donc, il y a plein d'avantages en plus sur des plans humains, au-delà de l'aspect purement technique, qui sont à plus moyen long terme, évidemment, mais qui sont assez dingues et qui sont réalisables juste avec un investissement initial assez faible. D'accord. Je rebondis juste, Artus, parce que je vois une petite question. On traitera l'ensemble des questions à la fin, mais donc Claude nous demande, effectivement, je suppose qu'il existe beaucoup d'outils différents. Comment on choisit le bon? Exemple, maintenance prédictive. Alors, justement, alors ça, en fait, pour choisir le bon, il y a pour chacun de ces cas, il y a, on va dire, plusieurs dizaines d'options. Mais en fait, je dirais que la vraie question à se poser, c'est sur quoi on veut appliquer cette maintenance prédictive. Parce que c'est ça la vraie question. La réalité, c'est que plus on est clair sur ce sur quoi on veut démarrer, on va le revoir après, quelle est cette ligne où les erreurs, les imprévus réguliers nous affectent le plus. Et une fois qu'on a la réponse à cette question, on va savoir, comment cette ligne
en quoi consistent ces imprévus, quels sont les éléments techniques qu'il faut surveiller, qu'on connaît. Ça va nous permettre de déterminer les capteurs qu'on doit acheter et ça va nous permettre ensuite de savoir quel type de données on doit traiter qui va nous permettre ensuite de répondre à la question quel type de logiciel je vais acheter, quel type d'abonnement. Donc, en fait, on ne pourrait pas donner la réponse tant qu'on ne choisit pas la ligne. Je vais revenir sur ce point après. Et donc, effectivement, je reviens sur ce point après. Mais la vraie question, c'est sur quoi je veux l'appliquer. Et la réponse à sur quoi je veux l'appliquer, c'est quelle est la ligne sur laquelle j'ai le plus d'imprévus qui m'affectent tout de suite. Une fois qu'on a la réponse à cette question, la réponse des outils de quoi acheter, elle est quasiment elle est répondue à 50 ou 60%. J'y reviens un peu après. Dernier exemple, je ne vais pas y passer trop de temps parce que là, je vois qu'on est déjà à 12h21. C'est un peu un exemple facile. C'est la bureautique augmentée. Donc, toutes ces fonctions bureau, administratives, entre guillemets, ou bureau, on va pouvoir automatiser toutes les tâches répétitives. Aujourd'hui, il y a l'aspect productivité. J'automatise les tâches répétitives comme créer des résumés de visioconférence, comme traduire un texte, comme corriger des fautes d'orthographe lorsque j'écris beaucoup d'emails chaque jour. Mais aussi, donc il y a la productivité, les tâches répétitives que j'automatise, que je simplifie d'un côté. Et de l'autre, il y a aussi ce dont on se rend moins compte, c'est stimuler la créativité. On va pouvoir utiliser l'IA en donnant des grandes lignes. J'ai une idée sur un logo, une campagne marketing que je veux faire autour de ma marque. J'ai des grandes lignes. Je vais pouvoir utiliser l'IA pour me donner des suggestions sur lesquelles je vais moi-même rebondir pour les ajuster et un peu à l'image d'un coach, finalement, stimuler ma créativité. Donc, ces outils bureautiques vont avoir un effet sur la capacité créative de l'équipe qui est démultipliée. Et ça, on s'en rend compte. Et on a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent de faire ça. Une autre chose aussi, c'est que souvent, dans toutes ces choses-là, c'est pour ça que j'ai mis intégration aux outils déjà utilisés, on nous dit souvent, le problème, c'est que je n'ai pas envie de remplacer les outils que j'ai existants. Donc, la gestion des stocks, j'ai des ERP où j'ai déjà des outils bureautiques déjà. On peut intégrer l'IA, on peut intégrer ces logiciels qu'on va installer au-dessus comme une couche supplémentaire aux outils que j'utilise déjà. Et l'IA, en fait, va se connecter aux outils que j'utilise déjà. Donc, on n'a pas besoin de les remplacer. On va pouvoir, pendant 2, 3 mois, peut-être 6 mois, tester l'ajout de l'IA. Et si vraiment, à un moment donné, je vois que je veux aller plus loin, là, je vais pouvoir éventuellement acheter une nouvelle gamme d'outils pour remplacer ma suite historique. Mais dit autrement, l'IA, quand je l'ajoute comme couche, elle va au contraire augmenter la durée de vie de mes outils actuels qui pouvaient sembler déjà un peu vieux. Donc, c'est l'inverse. Ça va, au lieu de les remplacer, ça va même augmenter leur durée de vie. C'est l'inverse, en fait, qui se passe. OK. Alors, on a vu quelques cas concrets. Je sais que ça passe très vite et donc on voudrait aller encore plus en détail. On pourra après, je vous rassure. Comment on fait ça revient à votre question. Je ne sais pas qui a posé cette question. Comment choisir comment choisir les bons outils? C'est une très bonne question. Oui. C'est la question que vous voyez à l'écran. C'est en fait la vraie question à se poser au début. C'est quelle est cette difficulté, cette frustration qui nous bloque, nous, j'entends notre entreprise, notre équipe, nos équipes, qui nous bloquent le plus régulièrement. C'est en fait ça la vraie question à se poser. C'est pas de ça. Finalement, la vraie question, l'IA ne reste qu'un outil. Il n'y a rien de nouveau sur le principe. Ça ne reste qu'une nouvelle technologie. Et la vraie question pour innover, pour s'améliorer en continu, c'est une question de management la plus classique. Une question de management la plus classique à laquelle vous avez tous, j'imagine, déjà répondu, c'est finalement quelle est cette difficulté qui nous bloque le plus régulièrement et sur laquelle je veux avoir un impact. Et avant, peut-être, j'avais du mal à trouver une solution. Et pour la plupart, ou en tout cas une grande partie de ces problématiques, l'IA aujourd'hui nous permet d'amener une solution. Mais encore une fois, la vraie question, c'est quel est ce point bloquant
qui est très frustrant. Oui. C'est la première question. Et ensuite, donc, je donne 3 points. Donc, vous l'avez compris, quel est cet irritant clé qui nous bloque, qui est très régulier, qui a un impact mesurable? Donc, effectivement, est-ce que c'est un nombre d'heures perdues? Est-ce que c'est un coût? Est-ce que c'est un nombre d'interruptions par jour? Enfin, que ce soit mesurable. Et le dernier élément qui est probablement le plus important, et que peut-être j'enfonce une porte ouverte, mais c'est important d'impliquer les équipes pour le choix de cet irritant clé. C'est probablement le plus important. Même si on a déjà une vision un peu complète, c'est d'aller poser la question aux équipes, voire de même construire la réponse à cette question avec les équipes, de les laisser construire cette réponse, parce que c'est eux qui vont être impliqués dans la mise en œuvre de cette IA, de ce type de solution. Et donc, c'est le plus important, c'est que le choix, je dirais qu'en fait, le choix de l'irritant, c'est moins grave qu'il soit le meilleur choix, moins grave d'avoir un choix qui n'est pas parfait que de ne pas impliquer les équipes. Je dis ça, ça peut paraître être une porte ouverte pour certains, mais je l'ai vu dans beaucoup de cas, de temps en temps plus de la moitié, où on a voulu peut-être aller un peu vite. On s'est dit, bah, moi, je comprends le cas où je veux y aller. Allez, on y va, tac. Alors qu'en fait, on aurait pu passer quelques jours de plus pour impliquer l'équipe et savoir vraiment le cas que eux veulent traiter, quitte à ce que ça soit différent de ce qu'on avait en tête, mais ça sera plus efficace pour que ça fonctionne par la suite. C'est du change management, c'est l'implication de l'équipe. Vous connaissez ces principes, mais c'est important de s'en rappeler. Oui, et alors je rebondis Artus parce qu'effectivement, je vois passer plusieurs commentaires au niveau de la donnée confidentielle. Ça ferait peut-être l'objet même d'un autre webinaire parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une des réticences aussi peut-être des dirigeants à livrer la donnée à l'IA, pas trop savoir où cette donnée va et à qui elle sera accessible finalement. Alors, je garde cette question en tête. Effectivement, ça pourrait faire l'objet d'un tout autre webinaire, mais je vais quand même donner une réponse un peu pragmatique. Juste, je la garde en tête. Si vous me permettez, dans une minute, j'y reviens. Et on y revient. J'y reviens dans une minute, parce que ça va se connecter avec dans 2 slides avec un point important. Le deuxième point, c'est établir une équipe projet. Encore une fois, c'est une innovation que personne ne maîtrise totalement, qui change tous les mois, qui amène des peurs, comme la problématique de la data. Et la seule façon de traiter toutes ces problématiques en même temps, c'est d'avoir une gestion de la mise en œuvre qui est extrêmement agile et qui prend tout le meilleur, tous les meilleures bonnes pratiques de cette agilité, de la gestion d'un projet de façon très rapide et agile. Encore une fois, on ne réinvente pas la roue, on est juste le meilleur dans tous ces principes qu'on connaît déjà. C'est encore plus important que le choix de la technologie avec laquelle on démarre. C'est un peu le paradoxe. C'est en fait la meilleure façon d'intégrer l'IA, qui est le dernier truc, dans son entreprise, et tout de suite, c'est en fait pas le meilleur choix de l'outil, c'est d'être les meilleurs dans les principes de base du management agile. Et donc, une équipe projet, c'est une personne qui est en fait un ambassadeur, la personne qui est peut-être la moins réticente dans l'équipe, et une équipe qui implique toutes les fonctions impactées. Je reprends le chatbot du tout début, vous vous souvenez, pour ce camping. Ça ne va pas que être l'équipe qui est impliquée par les clients, mais ça va être aussi l'équipe marketing, ça va être l'équipe produit, si je puis dire. Tout le monde qui a un impact plus ou moins direct avec ce principe de connexion avec le client va être impliqué, des volontaires, peut-être involontaires. On fait une équipe de 5, involontaires parmi toutes les fonctions qui, justement, permettent d'entendre aussi de casser les silos qu'on peut avoir entre équipes et qui va ensemble créer quelque chose qui impacte tout le monde. C'est super important, c'est le plus important pour être agile et du coup s'adapter à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle d'IA, un nouvel outil qui sort. C'est ultra important. Donc, deuxième étape, même pour un truc qu'on démarre tout petit. Troisième élément, même principe, le principe un peu comme dans les startups, créer une solution de base pour démarrer. Il n'y a pas besoin d'être parfait, c'est juste de vérifier, de valider si notre hypothèse de départ est correcte. Donc, on reprend la ligne et la maintenance prédictive. Bon, on a pensé que ce truc-là était super irritant pour nous et était quelque chose pour régler avec l'IA. Personne n'a la réponse de si c'est vrai ou pas. Il faut juste dire quelle est notre hypothèse. Notre hypothèse, ça peut être de dire
on peut suffisamment bien mesurer la température qui va nous permettre d'anticiper le nombre d'interruptions. On a un irritant sur le fait qu'il y ait des interruptions, par exemple, et on s'est dit, il faut qu'on mesure la température parce qu'a priori, c'est quelque chose. Ça, c'est une hypothèse de départ. Et c'est peut-être évident tout ce que je dis, mais c'est très cette méthodologie de start-up quand on démarre une nouvelle boîte, un produit qu'on démarre, on pose toujours des hypothèses. Tout ce qu'on a écrit, c'est une hypothèse, on la valide. Donc, cette solution de base, le prototype, d'abord, on écrit les hypothèses, on établit une façon de les valider et ensuite, on se dit, voilà, on démarre avec un prototype. Pour revenir à la question sur la data, ma façon de penser, c'est que pour moi, ce n'est pas une question qui a de l'importance tout de suite. Parce que ce qui a de l'importance tout de suite, c'est déjà de se dire c'est quoi le problème qu'on veut résoudre, comment est-ce qu'on va valider le prototype et on peut démarrer avec des outils qui ne vont pas nécessiter une quantité de données très importante. Et en plus, c'est vrai que ça reste important, on a beaucoup de solutions françaises qui ont des certifications. La société, l'économie a quand même avancé assez vite. Il y a des certifications. On a des sociétés françaises, si on veut un peu de souveraineté, et donc ils vont nous garantir cette sécurité. C'est juste effectivement une question de choix, de choix des bonnes solutions. Oui. Et aussi pour l'aspect données privées, pour moi, il y a deux principes très concrets. C'est être transparent. Donc, avec nos clients, c'est de dire, voilà, c'est une IA qui converse avec vous. Lorsqu'on le dit, en fait, c'est un principe de base, finalement, on ne réinvente pas la roue. Une IA qui discute avec vous. Les discussions, sachez que les discussions vont nous aider à nous améliorer, on peut le dire. Le constat, dans la plupart des cas, c'est que ça n'empêche pas les clients de discuter. C'est le seul fait de le partager qui est important. Mais rares sont les personnes qui vont se déconnecter et dire non. Et au pire, on peut toujours écrire, si ça ne vous convient pas, là, vous pouvez nous appeler comme la méthode historique. Oui. Dans tous les cas, on arrive à quasiment 100% de l'interaction qui fonctionne. Et pour les équipes en interne et pour nous, c'est pareil, c'est d'en parler en fait. C'est d'en parler et de savoir quelles sont les données qu'on veut contrôler de façon la plus sécuritaire, avec quelles solutions et quelles sont celles qui ont moins d'impact immédiat. Mais c'est un vaste sujet et je pense que chaque cas doit être traité et je pourrais en parler avec chacun d'entre vous qui veut aller plus en profondeur sur ça. Je comprends que ça soit… Je vois qu'il est 33, je vais juste prendre 2 minutes pour le finish et prendre les questions. Allez, on t'accorde 2 minutes. Les slides seront partagés. Donc, on a… Voilà, dernier slide, c'est ces peurs qu'on a tous. Encore une fois, on est tous affectés ou influencés, moi le premier, par ce qu'on lit dans les médias, ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on lit dans les journaux, ce qu'on lit sur Internet, les discussions autour de nous. Et souvent, en fait, ce n'est pas souvent, c'est à 99% du temps, toutes ces communications, et en plus sur l'IA évidemment, génèrent des messages qui sont sur la partie de gauche. Oui. Si vous regardez statistiquement, dès que vous entendez parler de l'IA, vous allez plus retenir, en fait c'est aussi très humain, c'est ce qui nous a permis de survivre à travers les millions d'années, votre cerveau va surtout retenir et réfléchir sur nos craintes. On est conçu comme ça, on ne peut pas changer. Donc, on va souvent avoir en tête, on n'a pas les compétences, ça va supprimer des emplois, le budget, etc. Tout ce que vous voyez à gauche. Alors qu'en réalité, mais ça demande un effort mental parce que ça demande de prendre du recul et de se dire comment j'y vais. Chacune de ces peurs a en fait une réalité bien différente. Le coup, on a des outils qui aujourd'hui sont gratuits ou très peu coûteux qui nous permettent de démarrer. Je dis bien démarrer, évidemment, si au bout de 6 mois, on voit que ça fonctionne bien, là, on va investir un peu plus. Mais dans l'ensemble, on n'a plus besoin d'être une grande entreprise avec des dizaines de milliers d'euros pour avoir un résultat immédiat. C'est ça qui est extraordinaire depuis quelques années. Et puis, remplacer les emplois, c'est aussi quelque chose qui souvent arrive.
Au contraire, on va libérer du temps, on va libérer du stress et on va pouvoir, au contraire, donner un rôle. En fait, ça fait évoluer plus les rôles des équipes qui vont pouvoir se concentrer sur des tâches qui ont plus de satisfaction ou de valeur ajoutée. Ouais, et je rebondis, Artus, très rapidement également aussi sur le point justement, on n'a pas les compétences. Je vois dans le chat, ça a réagi un petit peu. On me dit effectivement pas toujours évident dans une PME ETI de dédier de la ressource pour construire par exemple une équipe projet. Est-ce que c'est pas là où le management de transition peut évoluer et s'inscrire aussi dans les projets IA et comment en fait ça peut s'inscrire? Alors, trois choses. Trois niveaux différents. Donc oui, effectivement, c'est là où le management de transition pour des projets, on va dire, assez importants dans l'entreprise va pouvoir, en s'inscrivant plusieurs mois au sein de l'entreprise, accompagner ça jusqu'à ce que ça soit bien lancé. Donc c'est aussi ça le rôle du management de transition. À valeur beaucoup plus court terme, ça peut être simplement conseiller, coacher pendant quelques jours, quelques semaines pour initier les choses sur ce prototypage. Il y a plein de gens qui le font très bien et dont moi, évidemment, je serais ravi de pouvoir accompagner certains d'entre vous qui sont connectés, si vous le souhaitez. Et encore mieux, c'est ça ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tous les outils qu'on va pouvoir utiliser pour ce prototypage initial sont très, très bien conçus parce que les entrepreneurs qui les ont conçus pour ne pas nécessiter de compétences techniques. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va être accompagné en cliquant sur des boutons qui vont installer le système sans qu'on ait besoin de tout à fait comprendre comment ça fonctionne. Alors, si on fait de la maintenance prédictive, on doit trouver les bons capteurs. Et ensuite, c'est évidemment, là, ça va demander du conseil initial, même pas encore management de transition. Mais il y a la plupart des cas, la bureautique, le chatbot, même la gestion des stocks, on va pouvoir le faire sans avoir de compétences. Mais comment dire, l'hypothèse qu'on se fait, c'est encore une fois, c'est toujours lié. L'IA, ça demande des milliers d'euros, comme font les grandes entreprises, des dizaines de milliers d'euros. C'est complexe, donc on ne peut pas. Mais la réalité, c'est qu'on peut démarrer très petit. Il faut juste se dire, c'est quoi le prototype sur un outil, un produit seulement, un test. Et quand on part de là, les outils qui nous permettent de faire ça, on parle de no-code, on parle de tout ce que vous voulez, ont été créés pour pouvoir le faire sans aucune compétence. Et c'est qu'une fois que vous aurez validé ça, que vous pourrez aller plus grand. Je vais le dire même de façon plus radicale. Si aujourd'hui, vous aviez dans toutes vos équipes des experts de l'IA et un budget illimité de plusieurs centaines de milliers d'euros, je pense que ce serait une erreur de les mettre en œuvre. Parce que ça va vous forcer, ça va vous influencer à aller vers, je mets quelque chose en place de très complexe, de parfait, de très abouti, et c'est la meilleure façon de rater. Parce que, on n'aura pas choisi initialement comment on teste nos hypothèses, qu'on valide exactement ce qui ne marche pas. Dans notre cas, on n'aura pas démarré petit. On aura cherché, c'est l'image que vous voyez là, je ne sais pas si vous la connaissez, on aura cherché à tout de suite construire la voiture qu'on voit au bout, sans démarrer par, en fait, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est un objet roulant. Et la première chose, c'est un skateboard. Alors, ce n'est pas parfait, mais ça roule. Donc, je suis radical. Avoir des gens avec des compétences trop, c'est la meilleure façon de rater son intégration de l'IA. Au contraire, démarrons avec des personnes qui n'ont pas forcément les compétences, mais qui ont bien compris l'irritant sur lequel ils veulent travailler. Un peu de coaching, un peu de conseil, et ça va nous permettre de bien démarrer. C'est ça qui est important. Eh ben, oui, et je vois donc une autre question, par exemple. Finalement, est-ce bien différent qu'un changement ERP, par exemple? Donc, en fait, c'est par étapes. J'imagine que ça fonctionne un peu avec les mêmes étapes. Oui, tout à fait. Et je dirais même que, je ne suis pas forcément un expert du changement d'ERP, mais pour moi, par principe, c'est même plus simple parce que encore une fois, on prend un modèle d'IA qu'on va connecter avec les données de l'ERP. C'est une couche qu'on va ajouter au-dessus. Donc, on va juste acheter l'abonnement. Je vais être même encore plus… On prend ChatGPT.
ChatGPT, ChatGPT, il y a une version professionnelle où on peut connecter donc ce qu'on appelle l'API. Donc l'API, c'est ce système qui va chercher la donnée. On peut le connecter à notre outil, donc notre ERP, et lui dire va chercher les données au moment où tu en as besoin pour générer une réponse. Donc, on va juste connecter le modèle ChatGPT version professionnelle qui nous coûtera peut-être 20 € ou 50 € par mois pour aller chercher les données de notre ERP. Donc, c'est une couche qui s'ajoute et qui ne nécessite même pas de remplacer notre ERP. Donc, je dirais que c'est plus simple encore que de remplacer son ERP. Ça facilite la vie, ça c'est super. Est-ce que tu avais repéré une autre question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, on a peu de temps parce que ça passe vite, effectivement. Alors, j'avais repéré une autre question, effectivement. Avez-vous des prompts outils IA à recommander ou des modules de formation, par exemple? Est-ce que ça existe? Alors, c'est pareil parce que ça dépend du cas par cas et je pense que l'idéal, c'est l'idéal, ça serait que vous me contactiez en direct après le webinaire là je vous repartagerai, mais là, il y a mes coordonnées pour qu'on voit le cas précis sur lequel vous travaillez parce que, en fait, la réponse que je vais vous donner tout de suite, c'est une réponse que vous connaissez peut-être déjà qui est ChatGPT, pour démarrer et même de façon professionnelle, ça reste le meilleur modèle global. Si vous voulez rester français, il y a des modèles qui sont très bons comme Mistral, mais qui sont un peu plus réduits à des cas spécifiques. Donc, je vais vous dire les modèles génériques, c'est ça. Si vous voulez créer un chatbot, par exemple, quelque chose de très simple, un peu comme l'exemple que je donnais, un autre outil que je vous conseillerais, ça s'appelle, où est-ce que je l'ai mis? Ça s'appelle Typebot, mais que je vous mets à l'écran là, qui permet de créer un chatbot avec, on déplace des petites boîtes sur son écran, on les connecte les unes avec les autres, c'est très intuitif comme système. On n'a pas besoin de coder quelque chose, on peut l'apprendre facilement, ça marche. Mais ça, c'est un cas très précis. Donc, c'est un peu difficile de répondre. Je pourrais répondre à cette question sur votre cas précis en peut-être une demi-heure de façon très précise, mais j'ai besoin de savoir ce que vous voulez faire. Oui, j'imagine, de toute façon, il y a une multitude de cas, de questions, voilà, c'est vraiment, il faut s'adapter, quoi. C'est ça. Et un dernier truc par rapport aux formations, je vais vous donner juste deux autres choses. Et je vois l'heure qui tourne. Quelqu'un que j'apprécie, qui fait des formations, mais est-ce que ça serait adapté? Ça dépend. Qui s'appelle Nicolas Guyon, qui lui aussi est un peu expert justement sur ces formations. Mais c'est des formations qui peuvent être peut-être trop abouties pour ce que vous cherchez tout de suite, mais il a tout un package de formations disponibles. Et un dernier exemple de choses que je pourrais vous recommander, mais encore une fois, est-ce que ça sera adapté? C'est, ça je les adore, 2 Français qui ont lancé un outil de bureautique complète généré par l'IA. Vous avez juste à discuter avec l'IA pour qu'elle aille vous chercher les documents dans votre base de données, qu'elle vous donne un résumé d'une conversation en visio, qu'elle vous traduise. Tout ça, juste en fait, c'est un assistant virtuel, mais connecté à votre ordinateur et à tous vos outils bureautiques. Et ils ont créé le truc. Arthur, pardon, je te coupe parce qu'on va être coupé. C'est déjà la fin de ce webinaire. En tout cas, un grand merci à toi pour toutes ces infos. Merci à tout le monde d'avoir participé à notre webinaire spécial IA. Et on espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau webinaire. Merci à tous. À bientôt. N'hésitez pas à me contacter. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir participé.